Certaines décisions changent à jamais le cours d'une vie. Avez-vous déjà imaginé à quel point une simple enveloppe peut peser lourd dans vos mains? Pas son poids physique, bien sûr, mais celui des conséquences qu'elle porte. Cette enveloppe Kraft, légèrement froissée au coin, reposait maintenant sur ma table de cuisine comme une accusation muette. À l'intérieur, 10 000 € en billets de 50. L'argent que j'avais accepté. L'argent qui avait tout changé. Je m'appelle Margot Leclerc, et il y a 3 jours, j'étais encore une journaliste d'investigation respectée au quotidien parisien. Aujourd'hui, je ne sais plus très bien qui je suis. Comment une femme de principe, qui a consacré 15 ans de sa carrière à dénoncer la corruption, peut-elle se retrouver de l'autre côté de la barrière? Comment ai-je pu accepter cet argent en échange de mon silence sur l'affaire Dumont? La pluie tambourinait contre les vitres de mon appartement du 11e arrondissement. Dehors, Paris continuait sa course effrénée, indifférent à ma chute personnelle. Les lumières de la tour Eiffel clignotaient au loin, rappel ironique d'une époque où je croyais encore que la vérité était un phare inébranlable dans l'obscurité du mensonge. Tout avait commencé par un appel anonyme, 3 semaines plus tôt. Une voix de femme, nerveuse, qui prétendait détenir des preuves compromettantes contre le sénateur Philippe Dumont. Des documents qui révélaient un système de blanchiment d'argent sophistiqué, impliquant plusieurs personnalités politiques de premier plan. Mon instinct de journaliste s'était immédiatement éveillé. Dumont était intouchable depuis des années, protégé par un réseau d'influence qui semblait imperméable à tout scandale. L'informatrice s'appelait Sylvia Moreau. Ancienne comptable dans une société de conseil liée à Dumont, elle avait découvert des irrégularités dans les comptes. Des virements suspects, des factures fictives, un labyrinthe financier savamment orchestré pour dissimuler des millions d'euros d'origine douteuse. Quand elle avait tenté d'alerter sa hiérarchie, on l'avait licenciée du jour au lendemain sous un prétexte fallacieux. Mais Sylvia était méthodique. Avant de partir, elle avait copié l'ensemble des documents compromettants. Des preuves irréfutables qui pouvaient faire tomber Dumont et une partie de l'establishment politique français. Elle cherchait un journaliste assez courageux pour publier l'histoire, quelqu'un que la pression n'effraierait pas. Mon rédacteur en chef, Bernard Marlier, avait d'abord montré un enthousiasme prudent. L'affaire était énorme, mais il fallait être certain de nos sources avant de nous lancer dans une guerre contre un homme aussi puissant que Dumont. J'avais passé 2 semaines à vérifier chaque document, à recouper les informations, à interroger d'anciens employés sous couvert d'anonymat. Tout concordait. Nous tenions un scoop retentissant. C'est alors que Jean-Luc Verneuil était entré dans ma vie. Verneuil se présentait comme un intermédiaire, un homme d'affaires discret qui gérait les situations délicates pour le compte de personnalités importantes. Grand, la cinquantaine élégante, des cheveux gris impeccablement coiffés et un costume sur mesure qui respirait l'argent. Il m'avait contacté directement, connaissant des détails troublants sur mon enquête que seul Bernard et moi étions censés connaître. Notre première rencontre avait eu lieu dans un café du 7e arrondissement, près des Invalides. Un endroit chic mais discret, où les conversations importantes se déroulaient entre les tintements de porcelaine et le murmure du percolateur. Verneuil avait commandé un expresso serré et m'avait observé avec l'attention d'un entomologiste étudiant à un spécimen rare. « Mademoiselle Leclerc ?» avait-il commencé de sa voix posée, teintée d'un léger accent du Sud. « Nous savons tous les deux pourquoi nous sommes ici. Votre enquête sur le sénateur Dumont va causer beaucoup de dégâts collatéraux. Des gens innocents vont être éclaboussés, des familles détruites, des carrières brisées. » Je l'avais interrompu, agacé par son ton paternaliste. « Monsieur Verneuil, si ces gens n'avaient rien à cacher, ils n'auraient rien à craindre. La vérité n'est jamais confortable, mais elle est nécessaire. » Il avait souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux bleus perçants. « Ah, la vérité! Notion admirable mais terriblement subjective. Vous ne trouvez pas? Vos documents ne racontent qu'une partie de l'histoire. Une partie sortie de son contexte, déformée par les motivations personnelles de votre source. » Verneuil avait alors sorti une tablette de sa serviette en cuir et fait défiler plusieurs photos. Sylvia Moreau dans un restaurant luxueux avec un homme que je ne connaissais pas. Sylvia signant des papiers dans un bureau austère. Sylvia recevant une enveloppe d'une main anonyme dans un parking souterrain. « Votre informatrice n'est pas aussi innocente qu'elle le prétend », avait-il murmuré. Elle a elle-même participé au système qu'elle dénonce aujourd'hui. Sa soudaine conscience morale coïncide étrangement avec le licenciement pour faute grave dont elle fait l'objet. Ces révélations ne sont-elles pas plutôt motivées par la vengeance? J'avais senti un froid glacial m'envahir. Ces photos remettaient-elles en question la crédibilité de Sylvia? Verneuil manipulait-il la vérité pour protéger Dumont, ou révélait-il réellement des éléments que j'avais négligés dans mon enquête? Que attendez-vous de moi exactement? Avais-je demandé, redoutant déjà la réponse.
Simplement que vous preniez le temps de la réflexion avant de publier votre article, que vous considériez toutes les implications de vos révélations. Le sénateur Dumont n'est pas parfait, aucun homme politique ne l'est, mais il porte des projets importants pour l'avenir de ce pays. Votre article pourrait compromettre des réformes essentielles. Verneuil avait fait glisser une carte de visite sobre vers moi, un simple nom et un numéro de téléphone. Prenez quelques jours pour y réfléchir. Et si vous décidez de ne pas publier cet article, disons que certaines personnes reconnaissantes seraient disposées à exprimer leur gratitude de manière tangible. Le sous-entendu était clair. On m'offrait de l'argent en échange de mon silence. J'aurais dû me lever et partir immédiatement, clamer haut et fort que mon intégrité journalistique n'était pas à vendre. Mais quelque chose m'avait retenu. Peut-être l'assurance troublante de Verneuil ou les doutes qu'il avait semés sur les motivations de Sylvia. Peut-être aussi ma situation financière personnelle, plus précaire que je ne l'admettais. Mon divorce avec Thomas, finalisé 6 mois plus tôt, m'avait laissé avec des dettes importantes. L'appartement, les frais d'avocat, la pension alimentaire pour notre fille Emma, mon salaire de journaliste, pourtant correct, suffisait à peine à couvrir mes charges mensuelles. J'avais dû puiser dans mes économies pour maintenir notre niveau de vie, et ces économies s'amenuisaient dangereusement. Combien ? Avais-je demandé, surprenant moi-même par ma question directe. Verneuil avait eu l'élégance de ne pas paraître triomphant. 10 000 euros. En liquide, bien sûr. Considérez cela comme une compensation pour le temps consacré à une enquête qui, finalement, ne verrait pas le jour. 10 000 euros. Exactement ce dont j'avais besoin pour éponger mes découvertes et voir venir les mois suivants. Une coïncidence ? J'en doutais. Verneuil avait manifestement fait ses devoirs sur ma situation personnelle. Je n'avais pas accepté immédiatement. J'avais demandé 48 heures de réflexion, un délai qui avait paru satisfaire mon interlocuteur. Nous nous étions quittés sur une poignée de main polies et j'étais rentré chez moi dans un état de confusion totale. Cette nuit-là, j'avais à peine dormi. Je tournais et retournais la proposition de Verneuil dans ma tête, pesant les arguments pour et contre. D'un côté, 15 ans de carrière irréprochable, une réputation de journaliste intègre, la satisfaction d'avoir toujours choisi la vérité plutôt que la facilité. De l'autre, des factures impayées, l'angoisse du quotidien et peut-être la possibilité que Verneuil ait raison sur les motivations de Sylvia. Le lendemain matin, j'avais relu l'ensemble de mon dossier avec un œil critique. Les documents étaient authentiques, aucun doute là-dessus. Mais les photos de Verneuil soulevaient des questions légitimes sur les motivations de ma source. Sylvia m'avait-elle dit toute la vérité sur son licenciement? Avait-elle vraiment découvert le système de blanchiment par hasard? Ou y avait-elle participé avant de décider de le dénoncer? J'avais tenté de recontacter Sylvia pour éclaircir ces points, mais son numéro ne répondait plus. Son appartement semblait vide quand j'étais passé devant. Disparu, volatilisé au moment où j'avais le plus besoin de vérifier ses déclarations. Cette disparition avait achevé de semer le doute dans mon esprit. Si Sylvia était vraiment innocente et motivée par le désir de justice, pourquoi fuir au moment crucial? Sa fuite ne confirmait-elle pas les soupçons de Verneuil sur ses véritables motivations? Le second soir, Emma m'avait appelé de chez son père. Ma fille de 12 ans voulait s'inscrire à un stage de tennis pendant les vacances, mais le coût dépassait largement mes possibilités. J'avais dû inventer un prétexte pour différer ma réponse, et l'entendre masquer sa déception m'avait brisé le cœur. C'est à ce moment-là que j'avais pris ma décision. Le 3e matin, j'avais appelé Verneuil. Notre second rendez-vous avait eu lieu dans un parc près de la Bastille, sur un banc isolé bordé de marronniers centenaires. Il faisait un temps gris, typique de l'automne parisien, et les premières feuilles mortes craquaient sous nos pieds. « J'accepte » avais-je dit simplement. Verneuil avait hoché la tête sans surprise. Il avait sorti l'enveloppe Kraft de sa veste et me l'avait tendue. Mes mains tremblaient légèrement en la prenant. « Vous faites le bon choix, mademoiselle Leclerc. Parfois, il faut savoir renoncer à une vérité partielle pour préserver un équilibre plus large. » J'avais glissé l'enveloppe dans mon sac sans l'ouvrir. Nous étions restés quelques minutes en silence, regardant les joggers matinaux faire leur circuit autour du bassin. Puis Verneuil s'était levé et avait ajusté sa cravate. « Une dernière chose, » avait-il dit. « Votre rédacteur en chef devra être informé que l'enquête n'aboutit pas. Vous trouverez certainement un prétexte plausible. » Et il était parti, me laissant seul avec mon enveloppe et ma conscience. De retour au journal, j'avais dû affronter le regard interrogateur de Bernard. Je lui avais expliqué que ma source avait disparu, que les documents posaient finalement des questions de crédibilité, que l'affaire était peut-être plus complexe qu'il n'y paraissait. Bernard avait froncé les sourcils, visiblement déçu, mais il avait accepté d'abandonner l'enquête.
Il me connaissait depuis assez longtemps pour faire confiance à mon jugement professionnel. Si seulement il savait. Maintenant, 3 jours plus tard, je fixais cette enveloppe maudite en me demandant comment j'avais pu en arriver là. 10 000 euros contre 15 ans de carrière irréprochable. 10 000 euros contre ma conscience professionnelle. 10 000 euros contre la vérité. Le téléphone sonna, me tirant brutalement de mes pensées. Le nom affiché sur l'écran me glaça le sang. Sylvia Moreau. Ma source avait ressurgi. Chapitre 2. Quand le passé refuse de rester enterré. Margot? Margot, vous êtes là? La voix de Sylvia tremblait dans le combiné, chargée d'une panique que je ne lui avais jamais connue lors de nos premières rencontres. Mes mains se crispèrent sur le téléphone. Comment pouvait-elle m'appeler maintenant, alors que j'avais déjà franchi le point de non-retour? Sylvia? Ma voix n'était qu'un murmure rauque. Où étiez-vous passé? J'ai essayé de vous joindre pendant des jours. Il faut qu'on se voie. Tout de suite. J'ai découvert quelque chose d'énorme sur Verneuil. Ce type n'est pas celui qu'il prétend être. Margot. Et Dumont. Mon Dieu, c'est bien pire que ce qu'on imaginait. Mon sang se figea dans mes veines. Comment Sylvia connaissait-elle l'existence de Verneuil? Je n'avais parlé de lui à personne. Un piège se refermait-il sur moi, ou étais-je déjà si profondément impliqué dans cette histoire que tous les protagonistes se connaissaient entre eux? Comment savez-vous pour Verneuil? Demandai-je, ma voix à peine audible. Parce qu'il m'a contacté aussi. Le même jour où il vous a rencontré la première fois. Il m'a proposé de l'argent pour que je disparaisse et que je retire mes accusations. 50 000 euros, Margot. 50 000 euros pour que je me taise jamais. 50 000 euros. 5 fois plus que ce qu'il m'avait offert. Cette disproportion révélait-elle l'importance relative que Verneuil accordait à nos silences respectifs? Ou était-ce une stratégie plus perverse? Peut-être savait-il déjà que j'accepterais pour une somme bien moindre. Et vous avez accepté? La question avait jailli de mes lèvres avant que je puisse la retenir. Un silence pesant s'installa à l'autre bout de la ligne. Quand Sylvia reprit la parole, sa voix était brisée. Non. Enfin, pas exactement. J'ai fait semblant d'accepter pour gagner du temps et découvrir qui il était vraiment. J'ai mené ma propre enquête sur lui, Margot, et ce que j'ai trouvé va vous terrifier. Je regardais l'enveloppe Kraft sur ma table de cuisine. L'argent du silence. L'argent de la corruption. L'argent qui faisait de moi une complice de ce système que j'avais combattu toute ma carrière. Sylvia avait eu le courage de refuser ce que j'avais accepté lâchement. Où peut-on se voir? Demandai-je, sachant déjà que cette rencontre allait bouleverser ce fragile équilibre que je tentais de maintenir depuis 3 jours. Métro République, sortie Temple. Dans 1 heure. Et Margot, faites attention. Je crois qu'il nous surveille. La ligne se coupa, me laissant dans un silence oppressant. Dehors, la pluie avait redoublé d'intensité, transformant les fenêtres en miroirs déformants où se reflétait mon visage tourmenté. 1 heure. 1 heure pour décider si j'allais me contenter de mon rôle de journaliste corrompu ou si j'allais tenter de retrouver un semblant de dignité professionnelle. Je pris l'enveloppe et la soupesai une dernière fois. 10 000 euros. Le prix de mon intégrité. Mais peut-être aussi, paradoxalement, l'outil qui allait me permettre de la racheter. Car une idée commençait à germer dans mon esprit, une idée aussi dangereuse qu'elle était séduisante. Et si j'utilisais l'argent de Verneuil pour financer ma propre enquête sur lui? Et si je transformais cette corruption en justice? Le trajet jusqu'à République se déroula dans un brouillard d'appréhension. Le métro parisien, avec ses couloirs souterrains et ses lumières blafards, me paraissait plus sinistre que d'habitude. À chaque station, je scrutais les visages des voyageurs, cherchant des signes de surveillance. Verneuil avait-il vraiment les moyens de nous faire suivre, ou la paranoïa commençait, elle, à altérer mon jugement? Je retrouvai Sylvia près de la sortie Temple, reconnaissable à son imperméable beige et à sa nervosité palpable. Elle fumait cigarette sur cigarette, regardant sans cesse par-dessus son épaule. Quand elle me vit approcher, un mélange de soulagement et d'angoisse passa dans ses yeux fatigués. « Merci d'être venu », dit-elle en écrasant sa cigarette sous son talon. « On ne peut pas rester ici. Suivez-moi. » Nous marchâmes en silence à travers les rues du 3e arrondissement, empruntant des ruelles que Sylvia semblait connaître parfaitement. Elle s'arrêtait parfois pour vérifier que nous n'étions pas suivis, scrutant les reflets dans les vitrines ou changeant brusquement de direction. Cette chorégraphie de la clandestinité me rappelait les films d'espionnage, mais ici, l'enjeu était bien réel. Nous finîmes par nous réfugier dans un petit café de la rue de Bretagne, un établissement aux allures désuètes avec ses banquettes en moleskine rouge et son compteur en zinc patiné. Sylvia choisit une table au fond, dos au mur, d'où elle pouvait surveiller l'entrée. Elle commanda un double expresso d'une voix tremblante. « Racontez-moi tout, »
dis-je en m'installant en face d'elle. Sylvia sortit une chemise cartonnée de son sac et la posa entre nous. Jean-Luc Verneuil n'existe pas. Enfin, pas officiellement. L'homme qui nous a contactés s'appelle en réalité Laurent Dubois. Il a été radié du barreau il y a 8 ans pour corruption d'agents publics et falsification de documents. Elle ouvrit la chemise et étala plusieurs photographies. Le même visage que celui de Verneuil, mais sur des documents officiels portant le nom de Laurent Dubois. Casier judiciaire, avis de radiation, articles de journaux relatant ses démêlés avec la justice. Comment avez-vous découvert ça? Demandai-je, impressionné par la qualité de ces recherches. J'ai un contact au ministère de la Justice. Quelqu'un qui me devait un service depuis l'époque où je travaillais encore pour la société de Dumont. Il a fait des recherches discrètes sur Verneuil et n'a rien trouvé. Puis, par recoupement, il est tombé sur Dubois. Même âge, même signalement, et surtout, même spécialité, étouffer les scandales politiques moyennant finance. Sylvia but une gorgée de café, ses mains tremblant légèrement. Mais ce n'est pas tout, Margot. J'ai aussi découvert qu'il emploie vraiment. Elle sortit un autre document de sa chemise. Une capture d'écran bancaire, pixelisée mais lisible. Des virements substantiels effectués régulièrement vers un compte au nom de Laurent Dubois. Ces virements proviennent d'une société écran basée au Luxembourg. Société qui appartient à... Devinez qui? Mon estomac se noie. Dumont? Pas directement. Trop intelligent pour ça. Mais la société appartient à sa femme, Isabelle Dumont-Mercier. Officiellement, elle gère le patrimoine familial. Officieusement, elle sert de paravent pour toutes les opérations que son mari ne peut pas assumer publiquement. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans mon esprit. Verneuil, ou plutôt Dubois, était un homme de main de Dumont. Pas un simple intermédiaire comme il avait prétendu, mais un employé chargé de nettoyer les dossiers embarrassants. Et moi, j'étais tombé dans son piège. Il y a autre chose, continua Sylvia, sortant une clé USB de sa poche. Pendant que je faisais semblant de négocier avec Dubois, j'ai réussi à pirater son téléphone. Cette clé contient l'enregistrement de toutes ses conversations des 2 dernières semaines. Elle me tendit la clé USB, petit objet anodin qui contenait peut-être la vérité sur toute cette affaire. Vous y trouverez ses échanges avec Dumont, avec sa femme, avec d'autres journalistes qu'il a contactés pour étouffer des histoires similaires. Margot, ce type gère un véritable réseau de corruption. Nous ne sommes pas ses premières victimes. D'autres journalistes, combien avaient cédé comme moi? Combien avaient accepté l'argent du silence, permettant à Dumont et à ses semblables de poursuivre leurs activités en toute impunité? J'étais devenu un maillon d'une chaîne de corruption qui dépassait largement le simple étouffement de notre enquête. Pourquoi me montrez-vous tout ça? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Sylvia me regarda droit dans les yeux. Parce que j'ai besoin de votre aide. Seul, je ne peux rien faire. Qui croira une comptable licenciée pour faute grave? Mais vous êtes journaliste. Vous avez la crédibilité et les contacts nécessaires pour faire éclater cette affaire. Et si j'avais déjà cédé? Si j'avais accepté l'argent de Dubois? Un silence pesant s'installa entre nous. Sylvia observa mon visage, cherchant à y lire la vérité. Puis, d'une voix douce mais ferme, elle dit « Dans ce cas, vous auriez une raison de plus de vous racheter. L'erreur n'est humaine que si on la répare, Margot. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. Sylvia avait vu juste. Mon acceptation de l'argent de Dubois ne me condamnait définitivement que si je m'y résignais. Je pouvais encore choisir de me battre, de transformer ma faute en force pour dénoncer ce système de corruption. Que attendez-vous de moi exactement? Que vous repreniez votre enquête, que vous utilisiez ces nouveaux éléments pour écrire l'article que vous n'avez pas publié, que vous révéliez au grand jour qui est vraiment Philippe Dumont et comment il fait taire ses opposants. Sylvia referma sa chemise et se leva. Gardez ces documents. Écoutez les enregistrements. Et quand vous aurez pris votre décision, appelez-moi. Mais dépêchez-vous, Margot. Je ne pense pas que Dubois me laisse beaucoup de temps avant de découvrir que je l'ai piégé. Elle partit sans se retourner, me laissant seul avec la clé USB et le poids de ma décision. Autour de moi, la vie du café continuait normalement. Des conversations banales, des rires, des tintements de tasses. Personne ne se doutait que se jouait peut-être ici l'avenir d'un scandale politique majeur. De retour chez moi, je connectai immédiatement la clé USB à mon ordinateur portable. Les fichiers audio étaient nombreux, soigneusement classés par date et correspondant. Je commençai par le plus récent, enregistré la veille de notre rencontre au parc de la Bastille. La voix de Dubois était claire, légèrement déformée par la qualité de l'enregistrement. Elle va céder,
J'en suis certain. J'ai fait mes devoirs sur sa situation financière. 10 000 euros, c'est exactement ce dont elle a besoin pour voir venir. Une autre voie que je ne connaissais pas. Et si elle refuse? Elle ne refusera pas. J'ai semé suffisamment de doutes sur la crédibilité de Moreau. Les journalistes d'investigation ont un défaut. Ils croient dur comme fer à l'objectivité. Quand on leur montre que leur source n'est peut-être pas fiable, ils préfèrent renoncer plutôt que de risquer de publier une histoire tronquée. Et Moreau, justement, elle a accepté votre offre? Pas encore. Mais elle va finir par comprendre qu'elle n'a pas le choix. 50 000 euros pour disparaître définitivement, c'est une offre généreuse. Si elle refuse, eh bien, disons que son accident de la route de l'année dernière pourrait se répéter. Mon sang se glaça. Une menace à peine voilée. Sylvia était en danger, et moi aussi probablement, maintenant que j'étais en possession de ces enregistrements. Je continuai l'écoute, découvrant l'étendue du réseau de Dubois. Des journalistes, des magistrats, des fonctionnaires, tous corrompus ou menacés pour protéger les intérêts de Dumont et de ses associés. Un système rodé, efficace, qui avait fait ses preuves depuis des années. Dans l'un des enregistrements, j'entendis même la voix de Philippe Dumont lui-même. « Laurent, cette histoire Moreau me préoccupe. Si elle continue à chercher, elle risque de tomber sur l'affaire Brennan. Et ça, c'est impossible. » L'affaire Brennan, un nom qui ne me disait rien, mais qui semblait terroriser Dumont. Que cachait donc ce mystérieux dossier? Quel secret si terrible justifiait-il de tels moyens pour préserver le silence? Je passai le reste de la nuit à écouter les enregistrements et à analyser les documents fournis par Sylvia. Peu à peu, se dessinait un tableau effroyable de corruption systémique qui dépassait largement le simple cas Dumont. Un réseau tentaculaire qui impliquait des personnalités politiques, économiques et judiciaires de premier plan. Vers 5 heures du matin, épuisé mais galvanisé par mes découvertes, je pris ma décision. Je ne pouvais pas laisser cette histoire dans l'ombre. Trop de vies avaient été détruites, trop de vérités étouffées. Même si cela signifiait reconnaître publiquement ma propre corruption, même si cela ruinait ma carrière, je devais agir. Je rédigeai un premier brouillon d'article intégrant tous les éléments découverts par Sylvia. Puis je réfléchis à la stratégie à adopter. Publier directement dans le quotidien parisien risquait d'alerter le réseau de Dubois avant même la parution. Il me fallait des alliés, des soutiens, une stratégie médiatique qui empêcherait toute tentative d'étouffement. C'est alors que mon téléphone sonna. 6 heures du matin. Qui pouvait m'appeler à une heure pareille? Le numéro ne m'était pas familier, mais j'avais un mauvais pressentiment. Mademoiselle Leclerc? Une voix d'homme, calme et menaçante. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, car c'est peut-être la dernière que vous passerez tranquillement si vous continuez vos petites investigations. La communication se coupa, me laissant dans un silence glacial. Il savait que Sylvia m'avait transmis les documents. Il savait que je connaissais maintenant la vérité sur Dubois et sur Dumont. Le piège se refermait, mais j'étais déterminé à ne pas me laisser faire. J'avais franchi une ligne rouge en acceptant l'argent de la corruption. Il était temps de franchir une autre ligne, celle du courage et de la résistance. Mais d'abord, il fallait que je m'assure que Sylvia était en sécurité. Chapitre 3. Certaines vérités valent tous les risques du monde. L'appel anonyme résonnait encore dans mes oreilles quand je composais fébrilement le numéro de Sylvia. Une sonnerie, 2 sonneries, 3. Le répondeur se déclencha. « Vous êtes bien sur le répondeur de Sylvia Moreau. Laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. » Cette banalité quotidienne me parut soudain sinistre. Et si elle ne pouvait plus rappeler personne? Et si la menace voilée de l'enregistrement s'était déjà concrétisée? Je tentai de me raisonner. Il n'était que 6 heures du matin. Sylvia dormait probablement encore. Mais un instinct journalistique aiguisé par 15 ans d'enquête me soufflait que quelque chose clochait. Cette femme qui m'avait appelé dans la panique la veille, qui vivait dans la terreur d'être découverte, n'aurait jamais éteint son téléphone. Je m'habillai rapidement et sortis dans les rues encore désertes de Paris. Le froid matinal me gifla le visage, achevant de me réveiller complètement. Direction Belleville, où Sylvia m'avait dit habiter dans un studio au 4e étage d'un immeuble décrépit de la rue de la Mare. Le trajet en métro me parut interminable. À chaque station, je scrutais les quais, guettant une présence suspecte, un regard trop insistant. La paranoïa, compagne fidèle de tous ceux qui s'approchent trop près de certaines vérités. Mais était-ce vraiment de la paranoïa quand l'enregistrement de Dubois mentionnait explicitement un accident de la route pour faire taire Sylvia? L'immeuble de la rue de la Mare correspondait exactement à ce que j'imaginais. Façade lépreuse, hall d'entrée aux boîtes aux lettres défoncées, odeur de moisi et d'urine qui prenait à la gorge.
4e étage sans ascenseur, mes pas résonnant sinistrement dans la cage d'escalier mal éclairée. Devant la porte marquée S. Moreau, je frappais doucement. Pas de réponse. Je frappais plus fort, appelais son nom. Le silence. Un silence qui n'avait rien de naturel dans un immeuble où les cloisons laissaient filtrer le moindre bruit. Elle n'est pas là. Je sursautais. Une vieille femme en robe de chambre rose bonbon était sortie de l'appartement d'en face. Cheveux en bigoudi, pantoufles usées, l'archétype de la concierge parisienne reconvertie en espionne de palier. Vous la connaissez? Demandai-je. Forcément, avec le raffut qu'elle a fait cette nuit. Des hommes sont venus vers 3 heures du matin. J'ai entendu des éclats de voix, des bruits de bagarre. Puis plus rien. Ils sont repartis, et elle avec. Mon sang ne fit qu'un tour. 3 heures du matin, soit exactement 2 heures après que j'ai commencé à écouter les enregistrements. Quelqu'un avait fait le lien entre notre rencontre de la veille et la disparition des fichiers sur le téléphone de Dubois. Vous avez vu leurs visages? Vous pourriez les reconnaître? La vieille femme eut un rire grinçant. Ma petite, à mon âge, on apprend à ne rien voir et à ne rien entendre quand ça peut nous éviter des ennuis. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'avait pas l'air commode. Je la remerciai et redescendis l'escalier, l'esprit en ébullition. Sylvia avait été enlevée, j'en étais maintenant certaine. Mais par qui exactement? Dubois et ses hommes de main? Des complices de Dumont? Ou un autre acteur de cette partie d'échecs dont je ne maîtrisais pas encore toutes les règles? De retour chez moi, je me barricadai derrière ma porte et réfléchis à la situation. J'étais seul, en possession d'informations explosives, traqué par des individus prêts à tout pour préserver leur secret. Dans un film, c'est le moment où l'héroïne appelle la police. Mais dans la réalité, quand la corruption touche les plus hautes sphères de l'État, à qui peut-on vraiment faire confiance? La solution me vint en repensant aux paroles de Sylvia. Vous avez la crédibilité et les contacts nécessaires pour faire éclater cette affaire. Mes contacts, 15 ans de journalisme d'investigation, m'avaient permis de tisser un réseau de sources fiables, de magistrats intègres, de policiers incorruptibles. Il était temps de faire appel à eux. Je commençai par appeler capitaine Claire Dubois, aucun lien avec Laurent Dubois, heureusement, de la brigade financière. Claire et moi avions collaboré sur plusieurs affaires de corruption, et je savais pouvoir compter sur son intégrité absolue. Mais quand j'appelai son numéro direct, on me répondit qu'elle était en mission spéciale pour une durée indéterminée. Coïncidence troublante. Je tentai alors de joindre juge Marc Delacroix, spécialiste des affaires économiques et financières. Même réponse. Monsieur le juge est actuellement en congé maladie et ne peut être joint. Un frisson d'angoisse me parcourut. 2 de mes contacts les plus fiables, soudainement indisponibles au moment où j'avais le plus besoin d'eux. Le réseau de Dubois était-il assez puissant pour neutraliser préventivement tous ceux qui auraient pu m'aider? Il me restait une carte à jouer. Paul Mercier, rédacteur en chef du Canard enchaîné. Paul et moi avions fait nos classes ensemble à l'école de journalisme. Il avait toujours gardé une indépendance farouche vis-à-vis des pressions politiques et économiques. Si quelqu'un pouvait m'aider à publier cette histoire sans risquer de se faire museler, c'était lui. Margot? Quelle surprise! Il y a au moins 6 mois qu'on ne s'est pas parlé. La voix chaleureuse de Paul au téléphone me rassura instantanément. Au moins un de mes contacts était encore accessible et apparemment libre de ses mouvements. Paul, j'ai besoin de toi. J'ai une histoire énorme, mais je suis dans une situation compliquée. Est-ce qu'on peut se voir? Pas au journal, quelque part de discret. Tu m'intrigues. C'est si grave que ça? Plus grave que tout ce qu'on a pu traiter jusqu'à présent. Corruption au plus haut niveau, menace, enlèvement. Je ne plaisante pas, Paul. Un silence au bout de la ligne. Paul pesait mes mots, évaluait la situation. C'était un journaliste expérimenté, il savait reconnaître quand un confrère était vraiment en danger. D'accord, tu connais le Café de la Paix, près de l'Opéra? Pas très discret, mais c'est justement pour ça qu'il l'est. Difficile de faire disparaître quelqu'un au milieu de la foule. 15 heures, ça te va? Parfait. Et Paul, merci. En attendant l'heure du rendez-vous, je préparai un dossier complet pour Paul. Copie des documents de Sylvia, transcription des enregistrements les plus compromettants, mon propre témoignage sur ma rencontre avec Dubois. Tout y était, y compris ma confession sur l'argent accepté. Autant jouer carte sur table. Je glissai également dans le dossier une enveloppe contenant les 10 000 € de Dubois, l'argent de la corruption, que je comptais remettre symboliquement à Paul. Qu'il le donne à une œuvre de charité, qu'il s'en serve pour financer l'enquête, peu importe. L'important était que cet argent sale ne reste pas en ma possession. Vers midi, mon téléphone sonna. Encore un numéro inconnu. Cette fois,
Je laissai sonner. Puis le répondeur se déclencha. « Mademoiselle Leclerc, nous savons que vous avez prévu de rencontrer Paul Mercier cet après-midi. Nous savons également ce que vous comptez lui remettre. Annulez ce rendez-vous et tout le monde s'en tirera indemne. Persistez dans votre folie et vous ne pourrez pas dire que vous n'aviez pas été prévenu. » Je raccrochai, les mains tremblantes. Il me surveillait donc en permanence. Il connaissait mes contacts, mes projets, probablement mes moindres déplacements. Comment était-ce possible? Avait-il piraté mon téléphone, mes mails, ou avait-il des informateurs partout? Une autre possibilité me traversa l'esprit, plus terrifiante encore. Et si Paul lui-même était compromis? Et si ce rendez-vous était un piège? Dans l'univers de corruption que révélaient les enregistrements de Dubois, personne n'était à l'abri des tentations ou des menaces. Mais je ne pouvais pas me permettre de sombrer dans la paranoïa totale. Il fallait que je fasse confiance à quelqu'un, sinon cette histoire resterait à jamais enfouie. Paul était mon meilleur espoir, je devais prendre le risque. Je quittai mon appartement à 14 heures, empruntant un itinéraire compliqué pour semer d'éventuels suiveurs. Métro jusqu'à Châtelet, puis changement pour République, puis nouveau changement pour Opéra. À chaque station, je scrutais les visages, cherchant des signes de surveillance. Rien de flagrant, mais cette tension permanente était épuisante. Le café de la Paix grouillé de monde, touristes et parisiens mélangés dans un joyeux brouhaha. Je repérai Paul au fond de la salle, installé à une table d'où il pouvait observer l'entrée. Il n'avait pas changé, toujours cette allure bohème avec sa veste en velours côtelé et ses lunettes d'intellectuel. Quand il me vit approcher, son sourire se figea. Il avait dû lire l'angoisse sur mon visage. « Margot, tu as une mine épouvantable. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je m'assis en face de lui, posai le dossier sur la table. « Paul, ce que je vais te raconter va te paraître dingue. Mais je t'assure que c'est la vérité, et que nos vies sont peut-être en danger rien qu'en en parlant. » Paul commanda 2 cafés et m'écouta sans m'interrompre, pendant que je lui résumais toute l'affaire. Dumont, Sylvia, Dubois, les enregistrements, l'enlèvement. Ses yeux s'écarquillèrent progressivement, et quand j'arrivai au passage sur l'argent que j'avais accepté, il siffla doucement. « Margot, tu te rends compte dans quoi tu t'es fourré? »« Parfaitement. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi. » Le Canard est le seul journal assez indépendant pour publier ça sans risquer de se faire museler. Paul feuilleta rapidement le dossier, s'arrêtant sur les transcriptions d'enregistrements les plus compromettantes. C'est énorme, effectivement. Si tout ça est authentique, on tient de quoi faire tomber la moitié du gouvernement. Tout est authentique. J'ai vérifié chaque élément. Le problème, c'est que toi-même, tu es maintenant impliqué. Comment peux-tu témoigner contre un système de corruption alors que tu en as bénéficié? J'avais anticipé cette objection. Justement, c'est ce qui donne de la crédibilité à mon témoignage. Je ne me pose pas en donneuse de leçons. Je raconte comment j'ai été prise au piège et comment j'ai décidé de me racheter. C'est plus fort que n'importe quelle enquête menée de l'extérieur. Paul hocha lentement la tête. Tu as raison. Et puis, il y a les enregistrements. Ça, c'est incontestable. Il referma le dossier et me regarda droit dans les yeux. Margot, tu sais ce que tu risques? Si cette histoire sort, Dubois et ses commanditaires vont tout faire pour te détruire. Ta carrière, ta réputation, ta vie privée, rien ne sera épargné. Ma réputation est déjà fichue du moment où j'ai accepté cet argent. Quant à ma carrière, à quoi sert-elle si je ne m'en sers pas pour révéler des affaires comme celle-ci? Et ta fille, Emma, tu as pensé aux répercussions sur elle? Cette question me frappa en plein cœur. Emma, 12 ans, innocente de tous ces jeux d'adultes, allait-elle payer le prix de mon engagement? Allait-elle subir les conséquences de ma décision de révéler la vérité? Elle sera mieux dans un monde où la vérité peut encore triompher que dans un monde où la corruption règne sans partage, répondis-je, espérant que ma conviction masquait mes doutes. Paul glissa le dossier dans sa sacoche. D'accord, Margot. Je vais étudier tout ça en détail et voir comment on peut présenter l'histoire. Mais il faut qu'on soit très prudent. Si Dubois et ses complices sont capables d'enlever Sylvia Moreau, ils n'hésiteront pas à s'en prendre à nous. J'en suis consciente. Mais on ne peut pas laisser Sylvia disparaître sans rien faire. Et on ne peut pas laisser Dumont continuer ses petites affaires comme si de rien n'était. Nous nous quittâmes sur cette résolution. Paul devait me rappeler dans les 48 heures avec sa décision définitive et une stratégie de publication. Moi, je devais continuer à creuser l'affaire Brennan, ce mystérieux dossier que Dumont semblait redouter plus que tout. En sortant du café, je remarquai un homme en costume sombre qui semblait m'attendre près de l'entrée du métro Opéra. Grand,
les cheveux bruns, une allure de cadre supérieur qui ne trompait personne. Quand nos regards se croisèrent, il détourna les yeux trop rapidement. Je changeai de direction, remontant l'avenue vers les grands magasins. L'homme me suivit à distance respectable, confirmant mes soupçons. Il me surveillait effectivement, et ne s'embarrassait plus de discrétion. Cette filature ouverte était peut-être un message. Nous savons où vous êtes, nous savons ce que vous faites, et nous pouvons vous arrêter quand nous le voulons. Mais c'était aussi un aveu de faiblesse. S'ils avaient voulu me faire taire définitivement, ils l'auraient déjà fait. Le fait qu'ils se contentent de me surveiller prouvait qu'ils avaient encore besoin de moi vivante. Peut-être espéraient-ils que je les mène jusqu'aux copies des documents que Sylvia avait dû dissimuler quelque part. Peut-être craignaient-ils qu'en me supprimant brutalement, ils ne déclenchent exactement le scandale qu'ils tentaient d'éviter. Quoi qu'il en soit, j'avais maintenant la certitude d'être dans le collimateur de gens dangereux. Mais paradoxalement, cela me donnait une forme de liberté. Le pire était maintenant certain, plus besoin de me voiler la face. Je pouvais agir sans me soucier des conséquences, puis ces conséquences étaient de toute façon inéluctables. En rentrant chez moi, je trouvai ma porte d'entrée entr'ouverte. Mon sang se figea. Avait-il fouillé mon appartement? M'avait-il tendu un piège? J'entrai prudemment, tous mes sens en alerte. L'appartement semblait intact, aucun signe de fouille ou de lutte. Mais sur ma table de cuisine, là où j'avais laissé l'enveloppe Kraft vide de Dubois, se trouvait maintenant une photo. Une photo de ma fille Emma, prise manifestement à son insu devant le lycée. Au dos, un message manuscrit. « Jolie petite fille. Il serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. » La menace était claire, directe, insupportable. Il s'attaquait maintenant à ce que j'avais de plus précieux au monde. Mon enfant, mon unique enfant, pris en otage dans une guerre qu'elle ne comprenait même pas. Je m'effondrai sur ma chaise, la photo tremblant entre mes mains. Comment avais-je pu être assez naïve pour croire qu'il s'en tiendrait aux menaces voilées? Comment avais-je pu exposer Emma de tels dangers? Mais au lieu de me briser, cette menace ultime eut l'effet inverse. Elle cristallisa ma détermination. Ces gens qui s'attaquaient à une enfant innocente ne méritaient aucune pitié, aucun ménagement. Il fallait les dénoncer, les détruire, les empêcher de nuire à nouveau. Pour Emma, pour Sylvia, pour toutes les victimes de ce système de corruption, je devais aller au bout de cette histoire, même si cela devait me coûter la vie. Chapitre 4. Quand l'ennemi vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. La photo d'Emma brûlait entre mes doigts comme un fer rouge. 12 ans d'innocence menacés par la cupidité d'hommes sans scrupules. Je composai immédiatement le numéro de Thomas, mon ex-mari. Il fallait qu'Emma soit mise à l'abri, et vite. Margot, tu tombes mal, je suis en réunion. Thomas, c'est urgent. Il faut qu'Emma disparaisse quelques jours. Emmène-la chez ta mère en Normandie, ou n'importe où, mais loin de Paris. Qu'est-ce qui te prend? Emma va bien, elle est au lycée. Et puis, ce n'est pas ma semaine de garde. Comment lui expliquer sans tout révéler? Comment lui faire comprendre la gravité de la situation, sans l'impliquer davantage dans cette histoire? Thomas, écoute-moi bien. J'ai des ennuis professionnels, des gens dangereux. Emma pourrait être prise pour cible. Je t'en supplie, fais-moi confiance et éloigne-la de Paris. Juste quelques jours, le temps que ça se tasse. Un silence au bout de la ligne. Thomas connaissait mes défauts, mais il savait aussi que je ne dramatisais jamais quand il s'agissait de notre fille. Des ennuis comment? Margot, tu me fais peur. Je ne peux pas t'expliquer maintenant, mais je te promets que c'est sérieux. Va chercher Emma au lycée, dis-lui que c'est une surprise, et partez immédiatement. D'accord, mais tu me dois des explications. Tu les auras, quand tout sera fini. Je raccrochai, soulagé d'un poids énorme. Emma serait en sécurité chez sa grand-mère paternelle, loin des tentacules de Dubois et de ses commanditaires. Maintenant, je pouvais me concentrer entièrement sur l'enquête. L'affaire Brennan. Ce nom revenait comme une obsession dans les enregistrements. Qu'est-ce que Dumont redoutait tant que cette affaire soit révélée? J'allumai mon ordinateur et commençai une recherche systématique sur tous les Brennan ayant pu croiser la route du sénateur. Après 2 heures de recherche infructueuses, je changeai d'approche. Et si Brennan n'était pas un nom de famille, mais un prénom, ou un nom de code, ou encore un nom d'entreprise. C'est en élargissant ma recherche aux entreprises que je trouvai enfin Brennan Industries, société irlandaise spécialisée dans les énergies renouvelables, qui avait déposé le bilan 3 ans plus tôt dans des circonstances troubles. Le dirigeant, Sean Brennan, était mort dans un accident de voiture quelques semaines avant la faillite. Je creusai plus profond.
Brennan Industries avait été en négociation avec le gouvernement français pour un contrat de fourniture d'éoliennes d'un montant de 500 millions d'euros. Un contrat qui avait finalement été attribué à une société concurrente, Éolio France, dans des conditions opaques. Et devinez qui siégeait au conseil d'administration d'Éolio France? Isabelle Dumont-Mercier, l'épouse du sénateur. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Brennan avait dû découvrir la magouille, menacé de révéler la corruption qui entourait l'attribution du marché. Sa mort accidentelle avait mis fin à ses velléités de dénonciation, et sa société avait coulé corps et biens, emportant avec elle tous les témoins gênants. Sauf que, en approfondissant mes recherches, je découvris que Sean Brennan avait eu une fille, Moira Brennan, qui vivait maintenant à Londres où elle travaillait comme journaliste d'investigation pour Le Guardian. Une journaliste d'investigation qui avait consacré plusieurs articles à la corruption dans les marchés publics européens. Une survivante. Une personne qui connaissait forcément la vérité sur la mort de son père et qui avait peut-être conservé des preuves de la corruption entourant l'affaire des éoliennes. Je notais ses coordonnées, trouvées sur le site du Guardian. Il me fallait absolument entrer en contact avec elle. Mais comment faire sans alerter le réseau de surveillance de Dubois? Mon téléphone était probablement sur écoute, mais certainement surveillé. C'est alors que je repensais à mes années de formation journalistique. Avant Internet et les communications numériques, les journalistes d'investigation avaient développé des techniques de contact discrets qui gardaient toute leur pertinence. Il fallait juste revenir aux bases. Je sortis de chez moi, toujours suivi par l'homme en costume sombre, et me dirigeai vers un cybercafé de Belleville. Un établissement miteux fréquenté par des immigrés sans papier et des étudiants fauchés, où l'anonymat était de mise et les questions rares. Je payai en liquide une heure de connexion et créai une nouvelle adresse email sous un nom d'emprunt. Puis j'écrivis à Moira Brennan un message court mais explicite. Mademoiselle Brennan, je suis journaliste à Paris et j'enquête sur des faits de corruption qui pourraient être liés à la mort de votre père. Je dispose d'enregistrements compromettants impliquant des personnalités politiques françaises. Si vous souhaitez que justice soit enfin rendue, contactez-moi sur cette adresse. ML. J'envoyai le message et effacai toutes les traces de ma connexion. En sortant du cybercafé, je constatai que mon suiveur était toujours là, fumant nonchalamment une cigarette devant un kiosque à journaux. Sa surveillance était-elle vraiment aussi discrète qu'il le pensait, ou voulait-il que je sache qu'il était là? De retour chez moi, je trouvai Paul qui m'attendait sur le palier. Il avait l'air sombre, préoccupé. Pas bon signe. Margot, il faut qu'on parle. Mais pas ici. Nous descendîmes jusqu'au café du coin, un petit bistrot de quartier où Paul commanda un double whisky malgré le matinal. J'ai étudié ton dossier toute la nuit. Commença-t-il? C'est du dynamite, pas de doute là-dessus. Mais j'ai aussi fait quelques vérifications. Et? Il s'interrompit, but une gorgée de whisky, évita mon regard. Et quoi, Paul? J'ai appelé quelques contacts pour avoir des infos complémentaires sur Dumont et son entourage. Partout, on m'a dit la même chose. Laisse tomber. C'est trop gros, trop dangereux. Depuis quand le canard recule devant le danger? Depuis qu'on a retrouvé Sylvia Moreau. Mon cœur s'arrêta de battre. Retrouvé? Où? Dans quel état? Paul évita toujours mon regard. Scène. Ce matin. Officiellement. C'est un suicide. Inofficiellement, personne ne pose de questions. L'information me frappa comme un coup de massue. Sylvia, morte, cette femme courageuse qui avait risqué sa vie pour révéler la vérité, éliminée comme un témoin gênant. Sa disparition n'était donc pas un enlèvement destiné à la faire taire temporairement, mais une exécution pure et simple. Paul, tu ne vas pas me dire que tu lâches l'affaire maintenant qu'ils ont tué Sylvia? Margot, sois réaliste. Nous n'avons plus de source principale. Les enregistrements qu'elle a réalisés ne pourront jamais être utilisés devant un tribunal. Ils ont été obtenus illégalement. Et maintenant qu'elle est morte, qui va témoigner de leur authenticité? Moi, je témoignerai. Je raconterai tout ce que je sais. Paul secoua la tête tristement. Ton témoignage sera mis en pièces par la défense. Une journaliste corrompue qui essaie de se racheter une virginité en inventant des histoires rocambolesques. Tu vois le tableau? Ces mots me blessaient parce qu'ils étaient justes. En acceptant l'argent de Dubois, j'avais compromis ma crédibilité de manière irrémédiable. Mon témoignage serait effectivement suspect aux yeux de l'opinion publique et de la justice. Alors quoi? On laisse Dumont et ses complices continuer leurs petites affaires? On laisse la mort de Sylvia impunie. Margot, je ne dis pas qu'il faut abandonner. Je dis qu'il faut être plus malin, trouver d'autres sources, d'autres preuves, construire un dossier inattaquable avant de publier quoi que ce soit. Combien de temps ça prendrait?
Plusieurs mois, peut-être plus. Plusieurs mois pendant lesquels Dubois aura tout le loisir d'éliminer les autres témoins gênants, de faire disparaître les preuves, de corrompre de nouveaux journalistes. Paul finit son whisky d'un trait. Je sais que c'est frustrant, mais c'est la seule approche viable. À moins que... À moins que quoi? À moins que tu n'aies d'autres éléments. Des preuves qu'ils n'ont pas pu faire disparaître. Des témoins qu'ils ne peuvent pas éliminer. Je pensais immédiatement à Moira Brennan. Si elle détenait des preuves sur la corruption entourant la mort de son père, si elle pouvait témoigner depuis Londres où Dubois n'avait peut-être pas les coudées franches, laisse-moi quelques jours, dis-je, je peux peut-être trouver ce qu'il faut. Paul me serra la main. Fais attention à toi, Margot. Ces gens ne plaisantent pas, et Sylvia en est la preuve. Après son départ, je remontais chez moi ressasser ma colère et ma frustration. Sylvia était morte pour rien. Sa tentative de révéler la vérité s'était soldée par un échec complet, et maintenant les responsables de sa mort s'en tiraient indemnes. Mais peut-être pas complètement, car en tuant Sylvia, ils avaient commis une erreur. Ils avaient transformé une affaire de corruption en affaire criminelle. Un meurtre, même déguisé en suicide, laisse forcément des traces. Et ces traces pouvaient peut-être être exploitées. Je décidai de mener ma propre enquête sur la mort de Sylvia. Non pas pour la ressusciter, hélas, mais pour prouver qu'elle avait été assassinée. Un meurtre avéré donnerait une toute autre dimension à l'affaire et relancerait l'intérêt médiatique. Mais d'abord, il fallait que je vérifie ma boîte mail. Moira Brennan avait peut-être déjà répondu à mon message. Je retournai au cybercafé de Belleville, toujours escorté par mon ange gardien en costume sombre. Cette fois, je le saluai d'un petit signe de la main ironique. Autant assumer la situation. Effectivement, Moira Brennan avait répondu. Son message était bref mais encourageant. « ML, votre message m'intéresse. Mon père n'est pas mort dans un accident. J'en ai la certitude. Je dispose d'éléments qui pourraient vous intéresser. Pouvons-nous nous rencontrer? Je peux être à Paris demain soir. MB, enfin une bonne nouvelle. Une alliée potentielle, des preuves complémentaires, une nouvelle piste à explorer. » Je lui répondis immédiatement, proposant un rendez-vous le lendemain soir dans un restaurant de Montmartre, loin de mes habitudes et de mes repères habituels. En sortant du cybercafé, je remarquai que mon suiveur avait disparu, remplacé par une femme blonde en tailleur chic qui faisait semblant de regarder la vitrine d'une boutique de téléphonie. Il variait donc les plaisirs, ou peut-être avait-il une équipe de surveillance plus étoffée que je ne l'imaginais. Cette rotation des surveillants me donna une idée. S'il me suivait en permanence, il connaissait forcément tous mes déplacements, toutes mes habitudes. Mais connaissait-il mes projets? Savait-il que j'allais rencontrer Moira Brennan le lendemain? Il y avait un moyen de le découvrir. Un test qui me permettrait de savoir si ma nouvelle adresse email était compromise ou si leur surveillance se limitait au physique. Je créai un faux rendez-vous, envoyai un message bidon à une adresse inexistante, mentionnant une rencontre fictive avec un prétendu témoin dans un café précis à une heure précise. Si des hommes de Dubois se pointaient à ce rendez-vous fantôme, je saurais qu'ils interceptaient mes communications électroniques. Le lendemain matin, je me rendis discrètement au café en question, une demi-heure avant l'heure du faux rendez-vous. Je m'installai en terrasse avec un journal et attendis. À l'heure dite, 2 hommes en costume arrivèrent et s'installèrent à une table d'où ils pouvaient surveiller l'entrée du café. Ils attendirent 1 heure avant de repartir, visiblement déçus. Le test était concluant. Ils interceptaient bien mes communications, ce qui signifiait qu'ils étaient maintenant au courant de mon rendez-vous avec Moira Brennan. Il fallait que je la prévienne du danger. Chapitre 5. Quand les morts parlent plus fort que les vivants. Le danger était imminent. Moira Brennan arrivait à Paris sans savoir qu'elle marchait droit vers un piège. Je devais la prévenir, mais comment? Mon téléphone était sur écoute, mes emails interceptés, et je n'avais aucun autre moyen de la contacter directement. Il me restait une solution, me rendre moi-même à l'aéroport. Si elle arrivait par avion depuis Londres, elle atterrirait forcément à Roissy ou à Orly. En supposant qu'elle prenne un vol en fin d'après-midi pour être à Paris en soirée, je pouvais tenter de l'intercepter avant qu'elle ne tombe dans les mains de Dubois. Mais d'abord, il fallait que je sème ma surveillance. La femme blonde de la veille avait été remplacée par un homme aux allures de touriste, appareil photo en bandoulière et carte de Paris à la main. Un déguisement grossier qui ne trompait personne, mais efficace dans la foule parisienne. J'élaborai rapidement un plan. Direction les grands magasins du Châtelet, avec leurs multiples entrées et sorties, leurs escalators et leurs foules anonymes. Le terrain idéal pour semer un poursuivant. Je pris le métro jusqu'à Châtelet, mon touriste collé à mes basques. Dans les couloirs du métro, je pressai le pas, slalomant entre les voyageurs.
Mon poursuivant suivait tant bien que mal, gêné par son déguisement encombrant. Arrivé aux Halles, je me dirigeais vers les grands magasins. Au moment de franchir les portes tournantes du BHV, je laissai passer plusieurs personnes devant moi, créant un embouteillage momentané. Quand mon suiveur arriva enfin à son tour, j'avais déjà disparu dans les étages. Ascenseur jusqu'au 4e, escalator pour redescendre au 2e, passage par les rayons lingerie et maroquinerie, sortie par l'entrée de la rue de Rivoli. En 10 minutes, j'avais semé ma surveillance. Libre de mes mouvements, je filai vers l'aéroport d'Orly. Roissy était plus probable pour un vol Londres-Paris, mais Orly était plus proche et certaines compagnies low cost y atterrissaient. Mon instinct me disait qu'une journaliste d'investigation comme Moira choisirait le vol le moins cher. Dans le RER B bondé, j'eus tout le loisir de réfléchir à la situation. Que savais-je vraiment sur Moira Brennan? Uniquement ce que j'avais lu sur Internet. Fille de Sean Brennan, journaliste au Guardian, spécialisée dans les affaires de corruption. Mais était-elle vraiment celle qu'elle prétendait être? N'était-ce pas étrange qu'elle accepte si facilement de rencontrer une inconnue sur un sujet aussi délicat? Un doute affreux me traversa l'esprit. Et si Moira Brennan était en réalité un agent de Dubois? Et si toutes ces correspondances électroniques n'étaient qu'un piège sophistiqué pour m'attirer dans un guet-apens? Mais il était trop tard pour reculer. J'étais déjà dans le RER et mes options se réduisaient de minute en minute. Il fallait que j'aille au bout de cette démarche, même si c'était pour découvrir que je m'étais jeté dans la gueule du loup. À Orly Sud, je scrutais les panneaux d'affichage. 3 vols en provenance de Londres dans l'après-midi, British Airways à 16h30, EasyJet à 17h15 et Ryanair à 18h45. Je pariais sur l'EasyJet, un compromis entre prix et horaire raisonnable. En attendant l'arrivée du vol, je m'installais dans un café avec vue sur la sortie des passagers. Comment reconnaître une femme que je n'avais jamais vue? J'avais trouvé une photo d'elle sur le site du Guardian, mais c'était un portrait professionnel en noir et blanc qui ne donnait qu'une idée approximative de son apparence. Le vol EasyJet 1347 en provenance de Londres Gatwick atterrit avec 20 minutes de retard. Les premiers passagers commencèrent à sortir vers 18 heures. Je scrutais chaque visage féminin, cherchant une ressemblance avec la photo que j'avais mémorisée. Et puis je la vis. Cheveux châtains tirés en queue de cheval, tailleur sobre, sac de voyage à l'épaule. Elle correspondait exactement au signalement que j'avais en tête, et son attitude circonspecte confirmait qu'elle venait bien pour un rendez-vous clandestin. Je m'approchai d'elle prudemment. « Moira Brennan ?» Elle se retourna sur ses gardes. « Vous êtes Emelle ?»« Margot Leclerc. Il faut qu'on parle, mais pas ici. Votre venue à Paris a été compromise. Ils savent que vous êtes là ?» Son visage se durcit. « Qui ça? Ils? » ?»« Les mêmes qui ont tué votre père. Et qui ont tué ma source il y a 2 jours. » Moira accusait le coup. Elle avait manifestement espéré que notre rencontre se déroulerait dans des conditions plus sereines. « Où peut-on aller ?» demanda-t-elle. « Pas à Paris. Trop dangereux. Vous avez une voiture ?»« J'ai loué quelque chose au comptoir Hertz. »« Parfait. On va rouler vers la province, trouver un endroit discret pour parler. Et vous allez me raconter tout ce que vous savez sur la mort de votre père. » Nous récupérâmes sa voiture de location, une Citroën C3 grise anonyme, et prîmes l'autoroute vers le sud. Direction Fontainebleau, assez loin de Paris pour être tranquille, assez proche pour rentrer dans la soirée si nécessaire. Pendant le trajet, Moira me résuma ce qu'elle savait de l'affaire qui avait coûté la vie à son père. Papa dirigeait Brennan Industries depuis 15 ans, une PME familiale spécialisée dans l'éolien offshore. Pas énorme, mais avec une expertise reconnue et des technologies innovantes. Elle navigua habilement dans les embouteillages de la rocade parisienne tout en poursuivant son récit. En 2021, le gouvernement français a lancé un appel d'offres pour équiper la côte normande en éoliennes offshore. 500 millions d'euros de contrat. Papa était confiant, notre offre technique était de loin la meilleure. Mais le contrat est allé à Éolio France. Exactement. Une société créée 6 mois avant l'appel d'offres, sans aucune expérience dans l'éolien offshore, mais dirigée par des proches de personnalités politiques françaises. Nous sortîmes de l'autoroute à Fontainebleau et nous garâmes sur le parking du château, désert à cette heure tardive. L'endroit était parfait, isolé, mais public, ce qui découragerait d'éventuelles tentatives d'intimidation violente. Papa a d'abord cru à une erreur administrative, continua Moira une fois que nous fûmes installés sur un banc face aux grilles du château. Il a déposé un recours, demandé à consulter les dossiers de ses concurrents. C'est là qu'il a découvert le pot aux roses. Elle sortit une tablette de son sac et me montra une série de documents scannés. L'offre d'Éolio France était un copier-coller de la nôtre.
Ils avaient eu accès à notre dossier confidentiel et l'avaient recopié en proposant juste un prix légèrement inférieur. Les preuves étaient accablantes. Même tournure de phrase, même données techniques, même schéma. Impossible que ce soit le fruit du hasard. Papa a menacé de porter l'affaire en justice, de saisir la presse. Il était fou de rage. 15 ans de travail pour développer ces technologies et on les lui volait sous le nez avec la complicité de l'administration française. C'est là qu'il a été contacté par Dubois? Pas directement. D'abord, il a reçu des visites de hauts fonctionnaires qui l'ont mis en garde contre les conséquences d'un scandale diplomatique. L'Irlande avait besoin de bonnes relations avec la France. Ce n'était pas le moment de faire des vagues, etc. Moira ferma sa tablette, le visage sombre. Papa n'a rien voulu entendre. Il avait monté ce dossier pendant des années, investi toutes nos économies familiales. Il n'était pas question qu'il renonce sans se battre. Et c'est là qu'ils l'ont tué. Accident de la route sur l'autoroute M50, près de Dublin. Voiture qui percute un camion en pleine nuit. Papa n'avait jamais eu le moindre accident en 30 ans de conduite, et il connaissait cette route par cœur. Les similitudes avec la mort de Sylvia étaient troublantes. Même méthode, même mise en scène d'un accident pour éviter les questions gênantes. Vous avez des preuves que ce n'était pas un accident. Moira hocha la tête. Le camionneur a disparu le lendemain de l'accident. Aucune trace, aucun interrogatoire. Et surtout, j'ai récupéré le téléphone de papa dans les affaires rendues par la police. Il contenait des messages échangés avec quelqu'un qui se faisait appeler LD dans les jours précédant sa mort. Elle me montra les captures d'écran. Des messages de plus en plus menaçants, culminant avec « Dernière chance, Monsieur Brennan. Acceptez la compensation et tout le monde sera content. Refusez, et vous le regretterez. LD. Laurent Dubois? J'en suis persuadé. Et j'ai d'autres preuves. » Elle sortit une enveloppe de son sac. 3 jours avant sa mort, papa m'a envoyé ça par courrier recommandé, avec un mot disant que s'il y arrivait quelque chose, je devais rendre ces documents publics. L'enveloppe contenait une copie intégrale du dossier d'appel d'offres, avec toutes les pièces confidentielles qui avaient été transmises à Eolio France. Mais surtout, elle contenait une série de virements bancaires prouvant que les dirigeants d'Eolio avaient reçu des fonds d'origine suspecte juste avant le dépôt de leur offre. Moira, vous vous rendez compte de ce que vous détenez là? C'est la preuve formelle de la corruption dans l'attribution du marché. Je sais, mais seul, je ne peux rien faire. Qui va m'écouter? Je suis étrangère, ma société a coulé, et officiellement mon père est mort dans un banal accident de la route. Mais ensemble, nous pouvons faire bouger les choses. Vos documents recoupent parfaitement les enregistrements que j'ai obtenus. On tient un dossier béton. Moira me regarda avec espoir pour la première fois depuis notre rencontre. Vous pensez vraiment qu'on peut leur faire payer ce qu'ils ont fait? J'en suis certaine. Mais il faut agir vite et intelligemment. Ils savent maintenant que nous nous sommes rencontrés. Ils vont tout faire pour nous empêcher de publier cette histoire. Nous passâmes la soirée à échafauder une stratégie. Moira repartirait à Londres le lendemain matin avec des copies de tous mes documents. De son côté, elle mobiliserait ses contacts au Guardian pour préparer une publication simultanée des 2 côtés de la Manche. Moi, je continuerai à travailler avec Paul du Canard enchaîné pour la version française. Une publication coordonnée dans les 2 pays. Résuma Moira. Ils ne pourront pas étouffer l'affaire simultanément en France et en Angleterre. Exactement. Et avec vos preuves sur l'affaire Brennan Industries plus mes enregistrements sur le réseau de corruption de Dubois, on aura un dossier imparable. Nous nous quittâmes vers minuit, Moira retournant à son hôtel près de l'aéroport, moi rentrant à Paris. Le trajet de retour me permit de faire le bilan de cette journée riche en rebondissements. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, j'avais l'impression d'avoir repris l'initiative. Mais en arrivant devant mon immeuble, une mauvaise surprise m'attendait. Plusieurs voitures de police étaient garées devant l'entrée, gyrophares allumés. Des voisins s'attroupaient sur le trottoir, commentant l'événement avec l'excitation malsaine que suscitent toujours les drames de voisinage. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je à ma concierge. « Oh, mademoiselle Leclerc, heureusement que vous étiez sortie. Il y a eu un incendie dans votre appartement. Enfin, ce qu'ils appellent un départ de feu, mais les pompiers disent que ça sent le produit inflammable. » Mon sang se figea. Un incendie accidentel dans mon appartement le jour même où je rencontrais Moira Brennan. La coïncidence était un peu trop parfaite. Il y a eu des victimes? Non, heureusement. Mais votre appartement est inhabitable. Tout est parti en fumée. Je montai avec un policier constater les dégâts. Effectivement, l'appartement était ravagé.
Mais curieusement, l'incendie semblait avoir été particulièrement destructeur dans la zone où se trouvaient mon ordinateur et mes dossiers professionnels, comme si quelqu'un avait voulu s'assurer que certains documents disparaissent définitivement. « Vous avez des ennemis, mademoiselle ?» demanda le policier avec un sourire ironique. Si seulement il savait. Non, aucun. C'est probablement un court-circuit. Le policier nota ma réponse sans y croire une seconde, mais il ne pouvait pas prouver le contraire. D'ailleurs, il n'avait manifestement pas envie de s'embarrasser d'une enquête compliquée pour un simple accident domestique. Je passai le reste de la nuit dans un hôtel du quartier, ressassant les événements. L'incendie était clairement un avertissement. Nous savons où vous habitez. Nous pouvons détruire votre vie quand nous le voulons. Mais c'était aussi un aveu de faiblesse. S'ils s'étaient contentés de brûler mes documents sans s'attaquer à moi physiquement, c'est qu'ils avaient encore besoin que je reste en vie. Peut-être espéraient-ils que cette démonstration de force me décourage définitivement. Peut-être pensaient-ils qu'en détruisant mes preuves, ils annulaient la menace que je représentais. Ils allaient être déçus, car l'essentiel de mes documents était désormais en sécurité entre les mains de Moira Brennan, qui repartait pour Londres le lendemain matin. Et l'incendie de mon appartement ne faisait que confirmer que nous étions sur la bonne piste. La guerre était déclarée. Il n'y aurait pas de prisonniers. Chapitre 6. Quand la vérité devient une arme à double tranchant. Le réveil fut brutal. 6 heures du matin, téléphone qui sonne dans ma chambre d'hôtel. Paul au bout du fil, la voix tendue. « Margot, allume la télé. Chaîne info. Vite !» Je me précipitai sur la télécommande, encore groggy de ma nuit agitée. L'écran s'illumina sur le visage lisse du présentateur matinal. La journaliste irlandaise Moira Brennan, correspondante du Guardian à Londres, a été hospitalisée dans un état grave suite à ce qui semble être une tentative de suicide par surdose médicamenteuse. Le monde s'effondra autour de moi. Moira, internée. Nos preuves, probablement confisquées. Notre stratégie de publication coordonnée réduite à néant. En une nuit, ils avaient réussi à neutraliser ma seule alliée crédible. « Margot, tu es là ?» La voix de Paul me ramena brutalement à la réalité. « Je suis là. Paul, ce n'est pas un suicide. Ils l'ont drogué, comme ils ont tué Sylvia et le père de Moira. » « Je sais, mais officiellement, c'est une dépression nerveuse suite au décès de son père. Ils ont même retrouvé une lettre d'adieu dans sa chambre d'hôtel. Une lettre d'adieu fabriquée de toutes pièces, évidemment. Dubois et ses complices maîtrisaient parfaitement l'art de la mise en scène. Ils avaient dû s'introduire dans la chambre de Moira pendant qu'elle dormait, lui injecter un cocktail de médicaments, puis arranger la scène pour que tout paraisse cohérent. « Paul, il faut qu'on publie maintenant, avant qu'il ne trouve un prétexte pour m'éliminer aussi. »« Margot, sois réaliste. Nous n'avons plus de témoin principal. Tes enregistrements seuls ne suffiront pas à emporter la conviction. Et maintenant que ton appartement a brûlé, les documents de Moira n'ont pas brûlé. Je les ai. » Un silence au bout de la ligne. « Comment ça? Tu les as? » Hier soir, elle m'a donné des copies de tous ces dossiers sur l'affaire Brennan Industries. Des preuves formelles de la corruption dans l'attribution du marché des éoliennes. Paul, avec ça et mes enregistrements, on tient un dossier béton. Où sont ces documents? En lieu sûr. Loin de Paris, loin de Dubois. Je peux te les montrer cet après-midi. Nous convînmes d'un rendez-vous à Meaux, assez loin de Paris pour décourager la surveillance, mais accessible en transport en commun. Paul arriverait par le train, moi par un quart de banlieue. Nos précautions paraissaient presque dérisoires face à l'efficacité démontrée du réseau de Dubois, mais nous n'avions pas le choix. Avant de partir, je passai un coup de fil à l'hôpital londonien où Moira était hospitalisée. Officiellement pour prendre de ses nouvelles, en réalité pour vérifier si elle était encore en vie et dans quel état. Je suis désolé, mademoiselle, mais mademoiselle Brennan ne peut recevoir aucune visite ni aucun appel. Ordre médical strict. Elle est sous sédatif et son état nécessite un repos complet. Sous sédatif. Autant dire qu'elle était maintenue dans un état d'inconscience artificielle pour l'empêcher de témoigner. Combien de temps pourrait-il la maintenir ainsi? Et que ferait-il quand elle finirait par se réveiller? Je n'osais pas imaginer la réponse. Le trajet vers Meaux me donna l'occasion de réfléchir à notre situation. Nous étions maintenant dos au mur. Sylvia morte, Moira neutralisée, mon appartement détruit, mes contacts habituels probablement surveillés ou compromis. Il ne nous restait qu'une carte à jouer, la publication immédiate de l'affaire, avant que Dubois ne trouve le moyen de nous faire taire définitivement. Paul m'attendait dans un café près de la gare de Meaux, installé au fond de la salle avec 2 expressos et l'air sombre des mauvais jours.
Quand il me vit arriver, il se leva et m'embrassa comme si nous étions un couple en goguette. Précaution élémentaire au cas où nous serions observés. « Montre-moi ce que tu as, » dit-il sans préambule. Je sortis de mon sac les photocopies que Moira m'avait remises la veille. Contrat d'appel d'offres, correspondance confidentielle, virement bancaire suspect, message de menace de Dubois. Paul étudia chaque document avec l'œil expert du journaliste d'investigation chevronné. C'est du lourd, reconnu après avoir tout lu. Avec tes enregistrements, on a de quoi faire exploser le gouvernement. Alors on y va? Paul se massa les tempes, visiblement tiraillé. Margot, tu sais ce que ça va déclencher? Pas seulement contre Dumont et ses complices, mais contre nous. Ils vont sortir l'artillerie lourde. Procès en diffamation, menaces, pression sur nos employeurs. Ils ont déjà brûlé mon appartement et neutralisé notre principale source. Tu crois qu'ils vont s'arrêter là? Non, probablement pas. C'est bien ce qui m'inquiète. Paul plia soigneusement les documents et les glissa dans sa serviette. D'accord, Margot, on va le faire, mais on fait ça proprement. Je rentre au journal, j'informe ma direction. On prépare l'édition de demain avec tout l'arsenal juridique nécessaire. Toi, tu disparais quelques jours, le temps que l'article sorte et que les réactions se stabilisent. Où veux-tu que j'aille? Tu as de la famille en province? Des amis chez qui tu pourrais te planquer? Je pensai immédiatement à ma sœur Élise, qui vivait dans un petit village des Vosges avec son mari et ses 2 enfants. Elle m'avait souvent proposé de venir me ressourcer chez elle quand le stress parisien devenait trop lourd. C'était peut-être le moment d'accepter son invitation. J'ai ce qu'il faut. Mais Paul, promets-moi que tu ne reculeras pas. Promets-moi que l'article sortira demain, quoi qu'il arrive. Il me serra la main fermement. Promis. Dumont et sa bande ont assez fait de victimes. Il est temps que justice soit rendue. Nous nous quittâmes sur cette résolution. Paul repartit vers Paris par le premier train. Moi je pris un car pour Reims, puis un autre pour Nancy, puis un 3e pour le petit village vosgien où vivait Élise. Un parcours compliqué qui rendrait difficile toute filature. Le paysage défilait derrière les vitres, forêts et champs se succédant dans la lumière déclinante de l'après-midi. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais presque sereine. L'article du Canard allait paraître demain, révélant au grand jour les turpitudes de Dumont et de ses complices. Justice serait enfin rendue à Sylvia, à Moira, au père de Moira, à toutes les victimes de ce système de corruption. Élise m'accueillit avec la chaleur habituelle, sans poser trop de questions sur les raisons de ma visite impromptue. Elle se contenta de préparer la chambre d'amis et de me concocter un dîner réconfortant arrosé du vin blanc local. Son mari, instituteur du village, était en déplacement pour quelques jours. Nous étions donc tranquilles pour parler. Tu as l'air épuisée. Margot, ça ne va pas au boulot? Comment résumer des semaines de cauchemars en quelques phrases? Comment expliquer à ma sœur, qui vivait paisiblement dans son village de 800 âmes, que j'étais traqué par des tueurs à gages et que ma vie ne tenait qu'à un fil? Disons que j'ai quelques problèmes professionnels. Ça va se tasser dans les jours qui viennent. Élise n'insista pas, comprenant que je n'avais pas envie d'entrer dans les détails. Nous passâmes la soirée à évoquer des souvenirs d'enfance, à parler de ses enfants, à savourer cette parenthèse de normalité dans le chaos de mon existence. Vers 22 heures, je m'excusai et montai dans ma chambre. Il fallait que je vérifie si l'article de Paul était bien programmé pour le lendemain. Je l'appelai de mon téléphone portable, espérant que la distance géographique rendait l'interception plus difficile. « Paul, c'est Margot. Alors, comment ça s'est passé avec ta direction ?» Un silence étrange au bout de la ligne. Puis la voix de Paul, mais différente, comme contrainte. « Margot, il y a eu un problème. Le journal ne publiera pas l'article. » Mon sang se figea. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La direction a reçu des pressions. Très fortes, légales et autres. Ils ne veulent pas prendre le risque. Je suis désolé, Margot. Paul, tu ne peux pas laisser tomber maintenant. Pas après tout ce qu'on a enduré. Ce n'est pas moi qui lâche. Margot, c'est ma hiérarchie qui refuse, et je ne peux pas publier l'article sans leur accord. Alors trouve un autre journal. Libération, Mediapart, n'importe qui. Margot? La voix de Paul était de plus en plus étrange, comme s'il lisait un texte préparé. Margot, il faut que tu arrêtes cette histoire. Pour ton bien et celui de ta famille. Ces gens sont dangereux, et ils ne reculeront devant rien. Paul, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est avec toi? Non, non, je suis seul. Mais écoute-moi bien, abandonne cette affaire. Détruis tous les documents que tu as. Disparais quelque temps.
Laisse les choses se tasser. Paul, ce n'est pas toi qui parles. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont promis ou menacé? Margot, je te conseille vraiment d'arrêter. Pour Emma, tu as pensé à Emma? La mention de ma fille me glaça le sang. Il s'attaquait maintenant à ma famille, utilisait l'amour maternel comme moyen de pression. Emma était pourtant en sécurité chez sa grand-mère, loin de Paris, mais apparemment pas assez loin pour échapper à la vigilance de Dubois. Paul, ils t'ont menacé? Ils ont menacé ta famille? Personne ne m'a menacé. Margot, j'ai juste réfléchi aux conséquences de cette publication. Les risques sont trop grands, les preuves pas assez solides. Il vaut mieux laisser tomber. Je raccrochai, atterré. Paul avait craqué, comme tant d'autres avant lui. Le réseau de Dubois avait réussi à le faire plier, probablement en s'attaquant à ce qu'il avait de plus cher. Ma dernière chance de publication légale venait de s'évanouir, mais peut-être pas ma dernière chance tout court. Je réfléchis à mes options. Les journaux traditionnels étaient manifestement tous sous contrôle ou intimidés, mais il existait d'autres moyens de diffuser l'information à l'ère d'Internet. Des sites d'investigation indépendants, des blogs influents, des réseaux sociaux, Mediapart. Le site de Edoui Plenel avait fait ses preuves en matière de révélations explosives. Indépendant financièrement, dirigé par des journalistes intègres, c'était peut-être ma dernière chance de faire éclater la vérité. Je tentai de les contacter par email, mais ma connexion Internet sembla subitement instable. Coïncidence technique ou sabotage délibéré. Dans le contexte actuel, la paranoïa n'était plus un défaut mais un réflexe de survie. Il fallait que je trouve un autre moyen de communiquer avec l'extérieur. Le téléphone fixe d'Élise, peut-être. Moins facile à pirater qu'un portable, et probablement pas encore sur écoute. Je redescendis au salon où ma sœur regardait les informations de 23 heures. « Élise, est-ce que je peux utiliser ton téléphone fixe? C'est urgent? » « Bien sûr. Il est dans l'entrée. » Je composai le numéro de Mediapart trouvé sur Internet. Pas de réponse à cette heure tardive, évidemment. Mais il y avait un numéro d'urgence pour les informations de dernière minute. Je l'appelai et tombai sur un journaliste de permanence. « Bonsoir, je suis Margot Leclerc, journaliste d'investigation. J'ai une histoire énorme qui concerne corruption au plus haut niveau, meurtre maquillé en accident, tentative d'étouffement par la presse. Est-ce que quelqu'un peut me recevoir demain matin ?» Le journaliste, visiblement habitué aux appels de délirants et de paranoïaques, me demanda quelques précisions. Je mentionnai les noms de Dumont, de Brennan Industries, du contrat des éoliennes. Son ton changea immédiatement. « Madame Leclerc, vous avez des preuves de ce que vous avancez. Documents, enregistrements, témoignages, tout ce qu'il faut pour faire exploser le gouvernement. Pouvez-vous être à nos bureaux demain à 10 heures? J'y serai. » Je raccrochai avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Une nouvelle chance s'ouvrait, mais je savais que Dubois et ses complices ne me laisseraient pas la saisir facilement. La nuit allait être longue, et demain serait peut-être le jour le plus dangereux de ma vie. Mais au point où j'en étais, je n'avais plus rien à perdre. Chapitre 7. La vérité a toujours le dernier mot, même quand tout semble perdu. L'aube se levait à peine sur les Vosges quand je pris la route vers Paris. Élise m'avait prêté sa vieille Peugeot 206, une voiture discrète qui passerait inaperçue dans la circulation parisienne. Dans mon sac, soigneusement dissimulé sous des magazines et des affaires personnelles, se trouvaient tous les documents de l'affaire, copies des enregistrements de Dubois, dossier Brennan Industries, preuves de corruption, témoignages. Tout ce qu'il fallait pour faire éclater la vérité. Le trajet de 3 heures me donna l'occasion de réfléchir une dernière fois à ma stratégie. Arrivé chez Mediapart à 10 heures, présenter mon dossier, convaincre l'équipe de publier l'histoire dans les plus brefs délais. Simple en théorie, mais je savais que Dubois et ses complices ne me laisseraient pas faire. Ils avaient neutralisé Paul et sa rédaction. Ils tenteraient certainement la même opération avec Mediapart. Vers 8 heures du matin, je m'arrêtai dans une station-service pour faire le plein et vérifier les informations. Les journaux du matin ne mentionnaient rien sur l'affaire Dumont, évidemment. Mais en feuilletant le Figaro, je tombai sur un entrefilet qui me fit froid dans le dos. La journaliste Margot Leclerc, correspondante du quotidien parisien, fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour corruption passive et chantage. Elle est activement recherchée par la police. Un mandat d'arrêt. Ils avaient donc décidé de jouer cette carte, m'empêcher de témoigner en me mettant hors d'état de nuire, tout en détruisant ma crédibilité par des accusations infamantes. Qui croirait maintenant le témoignage d'une journaliste recherchée pour corruption? Mais cette manœuvre révélait aussi leur désespoir.
S'ils en étaient réduits à de telles extrémités, c'est qu'ils ne contrôlaient plus complètement la situation. Peut-être avais-je encore une chance de faire éclater la vérité avant qu'ils ne m'arrêtent. Je repris la route vers Paris, surveillant constamment mes rétroviseurs. Pour l'instant, aucun signe de poursuite. Mais combien de temps avant que ma plaque d'immatriculation soit repérée par les systèmes de vidéosurveillance? Combien de temps avant qu'un barrage routier m'intercepte? Arrivé en banlieue parisienne vers 9h30, je garai la voiture dans un parking souterrain de Vincennes et pris le métro vers République. Les bureaux de Mediapart se trouvaient rue Saint-Sabin, dans le 11e arrondissement. Un trajet de 20 minutes qui me parut durer des heures. Dans le métro, je scrutais chaque voyageur, cherchant des signes de surveillance. Homme en costume qui lisait son journal un peu trop ostensiblement, femme qui me regardait par-dessus ses lunettes de soleil, jeune homme qui semblait me suivre depuis 2 stations. La paranoïa ou la réalité? Impossible à dire. À la station République, je changeai de ligne au dernier moment, sautant dans une rame bondée juste avant la fermeture des portes. Manœuvre classique pour semer d'éventuels poursuivants. Si quelqu'un me suivait effectivement, il aurait eu du mal à réagir assez vite. Les bureaux de Mediapart occupaient plusieurs étages d'un immeuble moderne de la rue Saint-Sabin. L'accueil était assuré par une jeune femme souriante qui me demanda mes papiers d'identité. Problème. Avec le mandat d'arrêt, présenter ma vraie identité reviendrait à me livrer pieds et poings liés à la police. Je n'ai pas mes papiers sur moi, mentis-je. Mais j'ai rendez-vous avec la rédaction pour une affaire urgente. Appelez donc votre journaliste de permanence d'hier soir, il vous confirmera. La réceptionniste fronça les sourcils, visiblement embarrassée. « Madame, c'est la procédure. Je ne peux pas vous laisser monter sans pièce d'identité. » Alors appelez Edoui Plenel directement. Dites-lui que la journaliste qui a des révélations sur l'affaire Dumont est en bas. Il comprendra. Le nom de Dumont eut l'effet escompté. La réceptionniste décrocha son téléphone, échangea quelques mots à voix basse, puis raccrocha avec un sourire professionnel. « Monsieur Plenel vous recevra dans 5 minutes. Ascenseur au fond, 3e étage. » Le bureau d'Edoui Plenel respirait l'engagement et l'indépendance. Mur couvert de une historique, bibliothèque débordante d'ouvrages sur le journalisme d'investigation, ambiance studieuse et déterminée. L'homme lui-même correspondait à sa réputation. Regard perçant, questions directes, méfiance professionnelle tempérée par la curiosité du journaliste. « Madame Leclerc, j'espère que vous avez conscience de la gravité de votre situation. Un mandat d'arrêt a été émis contre vous ce matin. Corruption passive et chantage, selon mes informations. Ces accusations sont bidonnées, Monsieur Plenel, fabriquées de toutes pièces pour m'empêcher de révéler la vérité sur un réseau de corruption qui implique des personnalités politiques de premier plan. » Je sortis mon dossier et l'étalai sur son bureau. Voici les preuves de ce que j'avance. Enregistrement de Laurent Dubois alias Jean-Luc Verneuil, ancien avocat radié reconverti dans l'étouffement de scandales. Documents sur l'affaire Brennan Industries et la corruption dans l'attribution du marché des éoliennes. Témoignages sur la mort suspecte de plusieurs personnes qui avaient tenté de révéler ces faits. Plenel examina chaque document avec l'attention minutieuse du professionnel. Je le vis froncer les sourcils en découvrant les transcriptions d'enregistrement, hausser les sourcils devant les preuves de corruption, serrer les mâchoires en lisant le récit de la mort de Sylvia Moreau. « C'est énorme !» finit-il par lâcher. « Si tout cela est authentique, nous tenons de quoi faire tomber la moitié du gouvernement. » Tout est authentique. J'ai vérifié chaque élément, recoupé chaque information. Et j'ai les originaux des enregistrements si vous voulez faire une expertise. Le problème, Madame Leclerc, c'est votre propre implication dans cette affaire. Vous avez accepté de l'argent de Dubois. Comment justifier cela auprès de nos lecteurs? J'avais anticipé cette objection cruciale. Justement, c'est ce qui donne de la crédibilité à mon témoignage. Je ne me présente pas en donneuse de leçons, mais en victime qui a décidé de se racheter. C'est plus fort que n'importe quelle enquête menée de l'extérieur. Plenel hocha lentement la tête. Vous avez raison. Et puis, il y a tous ces autres éléments qui corroborent votre version. La mort de Sylvia Moreau, l'hospitalisation suspecte de Moira Brennan, l'incendie de votre appartement. Monsieur Plenel, ces gens n'hésitent pas à tuer pour protéger leurs secrets. Ils ont assassiné Sean Brennan en Irlande, Sylvia Moreau à Paris. Ils ont tenté de neutraliser sa fille à Londres. Si vous publiez cette histoire, vous deviendrez vous aussi une cible. Nous avons l'habitude des pressions, Madame Leclerc, et nous avons les moyens de nous protéger. La question est, êtes-vous prête à assumer les conséquences de cette publication? Votre vie va changer radicalement. Elle a déjà changé.
Je n'ai plus rien à perdre, si ce n'est l'espoir que justice soit enfin rendue. Plenel se leva et fit quelques pas vers la fenêtre qui donnait sur la rue Saint-Sabin. Nous allons publier votre histoire, Madame Leclerc. Mais pas aujourd'hui. Il nous faut le temps de vérifier certains éléments, de contacter nos avocats, de préparer notre défense contre les inévitables procès en diffamation. Combien de temps? 48 heures. 72 au maximum. Mon cœur se serra. 48 heures, c'était une éternité dans ma situation actuelle. Le temps pour Dubois et ses complices de m'arrêter, de faire disparaître les dernières preuves, de corrompre ou d'intimider les témoins potentiels. Monsieur Plenel, je ne suis pas sûr d'avoir 48 heures devant moi. Ils savent que je suis à Paris, ils vont tout faire pour m'empêcher de témoigner. Dans ce cas, nous allons vous protéger. Vous allez rester ici, dans nos bureaux, sous notre responsabilité. Personne ne pourra vous approcher sans notre autorisation. C'était une solution raisonnable, mais elle impliquait de faire confiance à Mediapart pour ma sécurité. Et si le réseau de Dubois avait des informateurs dans la rédaction? Et si cette protection n'était qu'une illusion? D'accord, dis-je finalement, mais à une condition, que vous commenciez la publication de ce soir sur votre site Internet. Même une version préliminaire, avec les éléments les plus importants. Plus on attend, plus ils ont le temps de nous neutraliser. Plenel réfléchit quelques instants. Entendu, nous publierons ce soir une première version de l'enquête. Mais vous restez ici jusqu'à la publication complète. Il me conduisit dans une petite salle de réunion où je pouvais attendre en sécurité. Nos journalistes vont passer vous voir dans la journée pour vérifier certains détails. En attendant, reposez-vous. Vous avez l'air épuisé. Effectivement, l'épuisement commençait à se faire sentir. Plusieurs nuits blanches, le stress permanent, l'angoisse de la traque. Mon corps réclamait du repos, mais mon esprit restait en alerte maximale. Vers 15 heures, je reçus un appel sur mon téléphone portable. Numéro masqué, comme d'habitude. Mademoiselle Leclerc, j'espère que vous passez une bonne journée. La voix de Dubois, posée et menaçante. Comment avait-il eu mon numéro? Comment savait-il où me joindre? Que voulez-vous, Dubois? Laurent, s'il vous plaît, nous nous connaissons maintenant. Je voulais juste vous informer que votre fille Emma a été transférée dans une clinique privée, officiellement pour une appendicite, mais en réalité pour sa sécurité. Vous comprenez, avec tous ces dangers qui rôdent. Mon sang se figea. Ils avaient enlevé Emma, ma petite fille de 12 ans, arrachée à la protection de sa grand-mère pour servir de monnaie d'échange. Si vous touchez à un seul de ses cheveux... Allons, mademoiselle Leclerc, nous ne sommes pas des barbares. Emma va très bien. Elle est soignée par les meilleurs médecins. Mais son état pourrait se dégrader si sa maman persiste dans ses errements. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous abandonniez cette histoire absurde. Que vous renonciez à ces accusations fantaisistes. Votre fille retrouvera la santé, vous retrouverez votre liberté, et tout le monde sera heureux. Et si je refuse? Vous ne refuserez pas, mademoiselle Leclerc. Pas quand il s'agit de votre enfant. La communication se coupa, me laissant dans un état de panique absolue. Emma, ma petite Emma, entre les mains de ces criminels. Comment avait-il réussi à l'enlever? La grand-mère de Thomas était-elle complice, ou l'avait-il neutralisé d'une manière ou d'une autre? Je tentai d'appeler Thomas, mais tombé sur son répondeur. J'appelai sa mère en Normandie. Pas de réponse. Tous les numéros que je composais semblaient coupés ou surveillés. Il fallait que je prévienne Plenel. Cette nouvelle donnée changeait complètement la situation. Pouvais-je sacrifier ma fille pour faire éclater la vérité? Pouvais-je laisser Emma payer le prix de mon engagement journalistique? Je me levai pour aller trouver Plenel, mais la porte de la salle de réunion était fermée à clé. Je tentai de l'ouvrir, en vain. Prisonnière, il m'avait enfermé sous prétexte de me protéger. Une terrible suspicion me traversa l'esprit. Et si Mediapart aussi avait été infiltré? Et si cette prétendue protection n'était qu'un piège sophistiqué? Et si Plenel lui-même était un complice de Dubois? Non, c'était impossible. Plenel avait une réputation d'intégrité absolue, forgée par des décennies d'engagement journalistique. Mais dans l'univers de corruption que je découvrais, personne n'était vraiment à l'abri des tentations ou des menaces. Je frappai contre la porte, appelai à l'aide. Personne ne répondit. L'angoisse montait, transformant mes soupçons en certitude. J'étais tombé dans un nouveau piège, plus raffiné que les précédents. C'est alors que la porte s'ouvrit. Edoui Plenel entra, accompagné de 2 hommes en costume que je ne connaissais pas. Mademoiselle Leclerc, j'ai une mauvaise nouvelle. Ces messieurs sont de la police judiciaire.
Ils ont un mandat d'arrêt à votre encontre. Les 2 policiers s'avancèrent vers moi, menottes à la main. Margot Leclerc, vous êtes en état d'arrestation pour corruption passive et chantage. Vous avez le droit de garder le silence. Tout s'effondrait. La publication de l'enquête, annulée. Ma liberté, confisquée. Emma, otage de mes ennemis. Dans quelques heures, je serai en garde à vue, privé de tout moyen de communication, incapable d'agir pour sauver ma fille. Mais au moment où les menottes se refermaient sur mes poignets, je vis Plenel me faire un clin d'œil discret et glisser quelque chose dans ma poche. Un téléphone portable. Un dernier espoir dans cette débâcle généralisée. L'article sortira ce soir, murmura-t-il si bas que les policiers ne purent l'entendre. Quoi qu'il arrive, les policiers m'emmenèrent vers le commissariat du 11e arrondissement. Pendant le trajet, dans le fourgon cellulaire, je repensais à toute cette histoire. 15 jours plus tôt, j'étais une journaliste respectée avec une vie tranquille. Aujourd'hui, j'étais une fugitive arrêtée, ma fille était otage et mes ennemis semblaient avoir gagné la partie. Pourtant, un espoir subsistait. Le téléphone caché dans ma poche, l'engagement de Plenel, la promesse que la vérité finirait par éclater. Peut-être avais-je perdu cette bataille, mais la guerre n'était pas terminée. Au commissariat, on me fouilla minutieusement. Le téléphone de Plenel fut confisqué. Évidemment, mes derniers liens avec l'extérieur venaient d'être coupés. J'étais maintenant complètement isolé, à la merci de mes ennemis. Mais au moment où l'on me poussait vers ma cellule, j'entendis l'un des policiers dire à son collègue « Tu as vu les infos sur Internet ? Mediapart vient de publier un truc énorme sur le sénateur Dumont. Ça va faire du bruit. » L'article était sorti. Malgré mon arrestation, malgré les pressions, Plenel avait tenu parole. La vérité commençait enfin à éclater au grand jour. Dans ma cellule, allongé sur la couchette inconfortable, je souris pour la première fois depuis des semaines. Il pouvait m'arrêter, me faire chanter avec Emma, détruire ma vie personnelle et professionnelle. Mais il ne pourrait plus étouffer l'affaire. L'opinion publique allait s'emparer du scandale, la justice finirait par faire son travail, et tôt ou tard, justice serait rendue. Pour Sylvia, pour Moira, pour Sean Brennan, pour toutes les victimes de ce système de corruption. Et peut-être, si j'avais de la chance, pour Emma et pour moi. La vérité avait enfin trouvé son chemin vers la lumière. Et personne, pas même Dubois et ses complices, ne pourrait l'arrêter maintenant. 6 mois plus tard, le procès de Philippe Dumont et de ses complices s'ouvrait ce matin au palais de justice de Paris. Dans la salle d'audience bondée, journalistes et curieux se pressaient pour assister à ce qui promettait d'être l'un des procès politiques les plus retentissants de la décennie. Assis au premier rang, je regardais l'ancien sénateur faire son entrée, menotté et escorté par 2 gendarmes. L'homme autrefois puissant et arrogant n'était plus que l'ombre de lui-même. Les révélations de Mediapart avaient déclenché une avalanche d'enquêtes judiciaires qui avait mis au jour l'étendue de son réseau de corruption. Laurent Dubois avait été arrêté 3 jours après la publication de l'article. Confronté aux enregistrements accablants, il avait fini par tout avouer, espérant obtenir une réduction de peine en échange de sa coopération avec la justice. Ces révélations avaient permis de démanteler tout le système, d'arrêter les complices, de récupérer une partie de l'argent détourné. Emma était rentrée à la maison saine et sauve, officiellement guérie de son appendicite fictive. Les retrouvailles avaient été déchirantes, ma fille ne comprenant pas vraiment ce qui s'était passé, mais sentant que quelque chose d'important s'était joué pendant son hospitalisation forcée. Quant à moi, les charges retenues contre moi avaient été abandonnées une fois la vérité établie. Mon acceptation de l'argent de Dubois était désormais comprise pour ce qu'elle était vraiment, un piège dans lequel j'étais tombé, mais dont j'avais eu le courage de me sortir pour révéler la vérité. Ma carrière de journaliste avait connu une renaissance inattendue. Plusieurs médias m'avaient proposé des postes, reconnaissant que mon expérience personnelle de la corruption me donnait une expertise unique pour traiter ce type d'affaires. J'avais finalement accepté un poste à Mediapart, où Edoui Plenel m'avait accueilli comme une héroïne. Moira Brennan s'était rétablie de son suicide et était venue témoigner depuis Londres. Sa déposition avait été accablante pour Dumont et ses complices, apportant la preuve formelle de l'assassinat de son père, de la corruption entourant l'affaire des éoliennes. Le procès dura 3 semaines. Témoignages, expertise, confrontations se succédèrent dans une atmosphère de plus en plus tendue. Dumont et ses avocats tentèrent bien quelques manœuvres dilatoires, mais les preuves étaient trop accablantes pour être contestées. Le verdict fut rendu un vendredi de décembre, sous un ciel gris typiquement parisien. Philippe Dumont, 15 ans de prison ferme pour corruption, trafic d'influence et complicité de meurtre. Laurent Dubois, 20 ans pour les mêmes chefs d'accusation, plus assassinat.
Plusieurs complices écopèrent de peines plus légères, mais néanmoins significatives. En sortant du palais de justice, je croisai Paul, mon ancien complice du Canard enchaîné. Il avait été blanchi de tout soupçon de complicité, les enquêteurs ayant établi qu'il avait agi sous la contrainte. Nous échangeâmes un regard complice, celui de deux professionnels qui avaient traversé l'épreuve du feu ensemble. Alors, Margot, satisfaite du verdict. Justice a été rendue. Paul, c'est tout ce qui comptait. Et maintenant, tu vas te reposer un peu. Je souris en pensant au dossier qui m'attendait sur mon bureau à Mediapart. Une nouvelle affaire de corruption, impliquant cette fois des entrepreneurs du BTP et des élus locaux. Moins spectaculaire que l'affaire Dumont, mais tout aussi importante pour les victimes du système.